20h sur les antennes de la télé Futur Média. Bienvenue à toutes et à tous. À ce moment, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. Grève de la faim des détenus de la MAC de Rebeuss. Ils dénoncent les longues détentions préventives et les conditions de vie difficiles dans la prison. Le ministre de la Justice annonce que les négociations sont déjà entamées. Liberté provisoire pour Mamadou Massali. Son procès renvoyé jusqu'au 10 mars. Aïda Diong et ses co-prévenus devront également repasser devant le juge le 17 mars prochain dans l'affaire des produits phytosanitaires. Le bras de fer se poursuit entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le SAES. Marie Taounian déclare que la loi cadre ne sera pas retirée. Le premier face-à-face des deux mastodontes de l'arène, c'est tout à l'heure à la Monument de la Renaissance. GFM Entertainment aborde ainsi la dernière ligne droite du combat Eumeu Balla Gaye 2. En avant-goût de ce face-à-face à suivre dans la page des sports. Le dossier économie du mardi sera aussi au rendez-vous. Au menu ce soir, l'épargne qui devient de plus en plus difficile en ces temps qui courent au Sénégal. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Grève de la faim des travailleurs de la MAC de Rebeuss. Le ministre de la Justice annonce le début des négociations. Des négociations entamées, des efforts en cours pour faire cesser le mouvement d'humeur des détenus qui protestent contre les longues détentions préventives et les difficiles conditions de vie dans les prisons. Mais pour Sidiki Kaba, ce sera bientôt un vieux souvenir. Il était en visite au centre de formation judiciaire compte rendu Pape Cheikh Diack et Thierno Laurent Mendy. Mouvement d'humeur à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Des détenus en grève de la faim pour dénoncer leurs conditions drastiques. Maître Sidiki Kaba rassure. Nous avons été informés que les détenus souhaitaient qu'il y ait une évolution de leur situation. Aujourd'hui, à 16h, le procureur général et le procureur de la République seront à la prison de Rebeuss. Ils auront un entretien avec eux parce que les détenus le souhaitent. Selon le garde des Sceaux, des efforts non négligeables sont en train d'être faits pour l'amélioration de leurs conditions. Le taux journalier était de 300 francs. Nous l'avons porté à 627. Et cette année, nous avons pu porter ce taux à 700 francs. Nous avons comme objectif de le porter à 1000 francs. Ils ont pu constater ces progrès et ces progrès, nous tenterons aussi de les faire. La suppression des cours d'assises pour une mise en place de chambres correctionnelles participerait à la réduction de la durée des détentions préventives. Dans le cadre de la réforme que nous avons amenée, que nous avons faite, notamment de la carte judiciaire, fait voter le 3 novembre 2014 la loi sur l'organisation judiciaire. Et l'une des mesures phares, c'est la suppression des assises. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous aurons des chambres criminelles. On n'attendra plus 4 ans, 5 ans avant d'être jugé. Le jugement pourrait intervenir dans un délai raisonnable, dans les délais de 2 à 3 ans. De nettes améliorations en vue d'après les promesses du garde des Sceaux. Bientôt une prison à Diamniadio pour désengorger Rebeuss. Pape Cheikh Diack, nous restons avec la justice 7 mois pour doter le centre de formation judiciaire de nouveaux locaux. Oui, le garde des Sceaux en a fait la promesse ce matin. Le coût des travaux, plus d'1 milliard 400 millions de francs CFA. Pape Cheikh Diack, je propose de l'écouter au micro de Pape Cheikh Diack et Thierno Laurent Mendy. Je voudrais me réjouir d'effectuer cette visite avec mes collaborateurs et dans cette enceinte qui va abriter l'école de la magistrature. Un peu plus d'1 milliard ont été déjà, la somme d'1 milliard déjà investie et il faut à peu près 400 millions pour terminer les travaux et nous espérons que dans les 7 mois à venir, mois d'août 2015, il ne sera sans doute possible d'avoir un bâtiment fonctionnel. L'État, c'est le président de la République, M. Macky Sall, qui s'est engagé et qui a offert ce bâtiment à la justice. Oui, c'est pour faute de l'État. Et pour que ce bâtiment soit opérationnel,
dans les délais dont je vous ai parlé, de manière à ce que les magistrats soient dans les meilleures conditions pour rendre la justice. Je vous le disais en sommaire, Aïda Diong et ses co-prévenus devront repasser devant le juge le 17 mars 2015 dans l'affaire des produits phytosanitaires. Renvoi Cheikh Tidiane demandé par les avocats de la défense qui souhaitent s'imprégner davantage du dossier qui le trouve volumineux. En attendant, leur cliente va rester en prison car sa demande de liberté provisoire a été rejetée. Compte rendu Aminata Baresso. Le procès de Aïda Diong est co-prévenu, renvoyé au 17 mars 2015. Maître Baye-Jacques Ndiaye, avocat de la défense, donne les motifs du renvoi. C'est un dossier dans lequel il y a quand même beaucoup de parties, beaucoup de témoins, beaucoup d'avocats, aussi bien du côté de la partie civile que du côté des prévenus. Et le dossier est assez volumineux, de sorte que le tribunal a estimé devoir renvoyer cette affaire-là au 17 mars en vue de choisir une date pour une audience spéciale. Cette affaire vient pour la première fois et donc dans la tradition, toutes les affaires qui viennent pour la première fois font souvent l'objet d'un renvoi systématique. Après le renvoi, les avocats d'Aïda Diong sont retournés dans la salle. Maître Baye-Jacques Ndiaye et les autres ont plaidé pour une mise en liberté provisoire, une demande refusée par le juge. Les avocats d'Abdelaziz Diop ont fait la même requête, mais elle n'a pas été acceptée. Aïda Diong et ses co-prévenus sont poursuivis pour détournement de deniers publics dans le cadre du plan Jahay, le montant estimé à environ 20 milliards de francs CFA. Aminata Baresso, Aïda Diong reste en prison. Mamadou Lamine Massaly bénéficie d'une liberté provisoire. Le jeune libéral revient à la barre le 10 mars prochain. Le tribunal Astou demande la production d'un CD incriminé signalé dans le procès verbal. Le juge demande à ce que le document soit apporté avant le jour du procès. Les avocats, eux, pensent que les délits de violence, outrage à agent ne sont pas constitués. Le compte-rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Mamadou Lamine Massaly devant le tribunal des flagrants délits ce matin. Ses avocats plaident pour une liberté provisoire. Le parquet évoque deux raisons, dont une judiciaire, l'absence d'agents de l'État. La défense parle d'absence d'éléments justificatifs. Le tribunal tranche finalement et accorde la demande de mise en liberté. Les avocats du prévenu applaudissent. Et cela ne nous surprend pas, dans la mesure où, principalement, Mohamed Lamine Massaly est poursuivi pour le délit de diffamation. Or, l'article 623 du Code de procédure pénale dit que lorsque la personne est poursuivie pour ce type de délit, sa détention préventive ne doit pas être ordonnée. La loi dit également que lorsqu'il n'y a pas de risque de subornation de témoins, la personne peut bénéficier de la liberté provisoire. Le procès renvoyé jusqu'au 10 mars, motif la production d'un CD incriminé. Aujourd'hui, c'est avec surprise que l'on vient voir le parquet qui a en charge la mise en état de ce dossier nous dire qu'il manque des éléments. Mais il manque des éléments. Donc cela veut dire que cette procédure n'était pas une procédure de flagrant délit. Mais peu importe la pièce qui sera produite, le débat sur le fond nous édifiera de ce que Mohamed Lamine Massaly n'a commis aucune infraction à la loi pénale. Amis et proches de Massaly se donnent rendez-vous au procès mardi prochain. La défense, quant à elle, est convaincue que le dossier devrait être soumis à une autre procédure. Production et consommation de drogue en Afrique de l'Ouest, le cannabis roi des champs selon l'organe international de contrôle des stupéfiants. Une situation qui a des conséquences fâcheuses dans la société. Le gouvernement veut prendre les devants en ouvrant un établissement spécial dans le traitement de la toxicomanie. L'OICS a présenté son rapport 2014 en présence de nos reporters Fatima Ba et Djibi Diallo. Une situation en termes de production et de consommation du cannabis en Afrique de l'Ouest préoccupante, c'est ce que révèle le rapport 2014 de l'organe international de contrôle des stupéfiants. Les acteurs tirent sur la sonnette d'alarme. La première grande tendance, c'est le fait que les trafics continuent d'opérer. Notamment le trafic de cannabis, de résine de cannabis, d'herbe de cannabis au niveau de l'ensemble du continent africain. Les saisies ont augmenté par rapport à l'année dernière. Il y a également une tendance importante sur la consommation
du cannabis notamment. Le cannabis reste la drogue la plus consommée, la plus fréquemment consommée au niveau de la sous-région. Et enfin, une autre tendance importante relevée par le rapport, c'est le développement du marché intérieur d'amphétamines, c'est-à-dire de produits sur la base de précurseurs chimiques. Donc ce sont toutes sortes de produits chimiques en fait qui sont mélangés, qui peuvent se manifester sous la forme de médicaments. Les jeunes représentent une importante proportion des usagers de drogue au moment où grand nombre de pays en Afrique ne disposent pas d'établissements spécialisés dans le traitement de la toxicomanie. Le Sénégal, lui, a fait des efforts dans ce domaine. Le besoin de prendre en charge les toxicomanes. Et c'est là peut-être une des conclusions, une des grandes tendances qui se dégagent, une des recommandations du rapport, c'est de se focaliser sur la prise en charge des toxicomanes. Le Sénégal compte parmi les pays qui ont mis en place une structure spécifique dédiée à la prise en charge des toxicomanes. Il s'agit du CEPIAD au niveau de l'hôpital de Fann, qui a commencé à opérer fin de l'année dernière, et donc dont l'action pourrait être évaluée d'ici quelques mois. Les pays ont beaucoup de mal à lutter contre l'augmentation de l'abus et de la production des principales drogues, ce qui constitue dès lors une menace pour la paix et la sécurité dans certains pays. Nous parlons de toute autre chose. Le corps sans vie d'un homme découvert ce matin près du canal 4 à la Gueule-Tapée. Il se serait pendu, énième mort suspect aux alentours du canal 4. Selon un riverain, l'obscurité favoriserait cette situation d'insécurité. Nous écoutons ce témoin avec Pape Chirdiak et Thierno Laurent Mendy. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années vêtu d'une chemise et d'un pantalon. La police et les sapeurs-pompiers sont par la suite venus prendre la dépouille. Il devrait y avoir des lampadaires ici. L'insécurité qui règne ici est due au manque d'éclairage. C'est la deuxième fois que l'on découvre un corps sans vie ici au canal 4. La première fois, c'était un vendeur de pain. Sans doute, on a voulu le dépouiller, il a résisté et il a sûrement été tué. L'incendie de la Médina, 2 ans après la mort des 9 talibés, n'a apparemment pas servi de leçon. Les talibés continuent de vivre dans la misère. Pour survivre, ils sont obligés de faire la manche. Aïssatou Païfal, Djibi Diallo se sont rendus sur les lieux. Reportage. Dans cette ruelle de la Médina, 2 ans auparavant, un dara a pris feu. Des talibés y ont perdu la vie. Une tragédie qui a soulevé bien des vagues. Depuis lors, les Sénégalais espéraient une amélioration de leurs conditions, mais que nenni. Depuis l'incendie, rien n'a changé. Certaines autorités ont promis monts et merveilles. Ils ne sont plus revenus. Vous savez, même le marabout a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Le propriétaire du terrain lui vient de temps à autre. Mais depuis un certain temps, je ne le vois plus. Rien n'a changé. Ils continuent de passer leur journée à quémander. Leur demeure reste toujours insalubre. Après l'incendie, il y avait eu un grand défilé. Les maires, les députés, ils sont tous venus. Depuis lors, rien n'a changé. Tous les matins, les talibés vont demander le monde. Vous avez bien vu là où ils habitent. Qu'est-ce qui a changé? Rien, absolument rien. Ibrahim Ndiaye souhaite un réel changement pour ses enfants. Le gouvernement doit être plus sensible par rapport à ce sujet. Donc d'essayer de moderniser un peu les daras. Donc de garder bien les talibés, d'avoir plus de contrôle là-bas où je travaille. Donc la plupart c'est fréquenté par des étrangers et tout ça. Donc la manière dont les talibés et autres donc, les abordent pour demander de l'argent et tout ça, donc c'est un peu vilain. Ça donne une mauvaise image par rapport à notre pays. Qu'en est-il advenu des promesses du gouvernement à l'eau, selon certains Sénégalais rencontrés? Enseignement supérieur, le SAES persiste. Le ministère de l'Enseignement supérieur refuse d'enlever le clou de la discorde. La loi cadre à semaine ne sera pas retirée. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui l'a dit en conférence de presse cet après-midi. Marito Niane refute la thèse de la rétention de salaire. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Codé Ndiaye. Le circulaire interprétative a été envoyé au recteur pour susciter la réaction des différents acteurs, et ce projet aussi sera soumis au SAES pour échanger avec le SAES, étant entendu que le gouvernement va discuter de toutes les propositions que nous recevrons. Je ne peux pas envisager qu'il puisse y avoir
des possibilités de coupure de salaire à la fin du mois de mars, parce que pour moi, dans quelques jours, nous allons retrouver la sérénité et la main dans la main, travailler pour que cette réforme qui est bénéfique pour notre pays puisse être mise en œuvre. Handicap international en croisade contre les violences sexuelles contre les enfants. Faire reculer ces sévices très fréquents dans le Fouladou à travers des activités sportives dans les écoles élémentaires tout en misant sur la sensibilisation. Au Kolda, nous retrouvons Abdoulaye Diallo. Les violences sexuelles exercées sur les enfants sont devenues monnaie courante à Kolda et la plupart de ces cas se règlent à l'amiable dans les foyers aux grandes dames des victimes. Pour sensibiliser les populations sur ces phénomènes, Handicap International, via son projet Ensemble contre les violences sexuelles, organise des activités sportives en milieu scolaire. Dans le cadre de notre projet, on a des activités qu'on mène dans les écoles et avec les acteurs de ces écoles-là. On met en œuvre des animations sportives culturelles pour sensibiliser par rapport aux violences sexuelles faites aux enfants auprès des élèves, des enseignants et des acteurs de l'éducation. Vraiment sensibiliser et propager de meilleurs messages au sein des communautés. Il faut être en partenariat avec les enseignants en tant qu'éducateurs, mais surtout les élèves qui sont dans toutes nos familles. Dans les leçons, vivre ensemble, vivre dans ce milieu, et on peut profiter de ces leçons-là pour véhiculer le message de handicap. Et qu'au retour, que les enfants aussi fassent la même chose pour parler avec leurs parents. La commune de Kumbakara, qui est à un jet de pierre de la Guinée-Bissau et où les violences sexuelles sur les enfants sont aussi récurrentes, a abrité une de ces activités. Il y a beaucoup de nos filles, une fois au collège, elles sont violentées. Donc ces exemples-là sont multiples dans le milieu. L'excision aussi, l'harcèlement, les mariages précoces. On a toujours été auprès des populations pour les sensibiliser par rapport à la thématique, c'est-à-dire les violences sexuelles aux enfants, ceux en situation de handicap surtout. Parce que le mal dans ces milieux, c'est souvent les maladies précoces, les grossesses précoces et l'excision. Donc c'est le message qu'on a toujours porté pour les populations. Une importante délégation venue de la Guinée-Bissau a aussi pris part aux dites activités. Et sur l'international, une peine de 10 ans de réclusion requise contre l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Elle est accusée notamment de participation à un mouvement insurrectionnel durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Le ministère public a également accusé l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo de troubles à l'ordre public et de constitution de bandes armées. Simone Gbagbo est aussi accusée de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Tout de suite, la page des sports. Lutte pour démarrer cette page des sports, je vous le disais en sommaire, le premier face-à-face des deux mastodontes de l'arène, c'est dans moins d'une heure au Monument de la Renaissance. GFM Entertainment, donc, qui aborde ainsi la dernière ligne droite de ce combat qui va opposer Eumeu Balla Gaye 2, le combat de la revanche ou de la confirmation, drapeau du président Lamine Diack. Balla Gaye 2, Eumeu Sène, donc prévu le 5 avril prochain au stade Demba Diop. Vous aurez donc la cérémonie en direct tout à l'heure au Monument de la Renaissance. Judo à présent avec le tournoi international de judo de Saint-Louis qui a été baptisé tournoi international Feu Mbaye Boy. Ce sera du 7 au 8 mars prochain. Plusieurs pays ont donné leur accord, des pays européens également. Toutefois, le budget n'est pas encore bouclé, nous disent nos reporters Pape Faraning et Matardia. Désormais, le tournoi international de judo de Saint-Louis va porter le nom du père fondateur Feu Mbaye Boy. Tout de même, les organisateurs espèrent boucler le budget pour réussir ce tournoi. Le budget il est bouclé à 80%. Et avec les promesses que nous avons, nous pensons que nous allons pouvoir organiser dans de bonnes conditions. Il est à 50 millions. C'est un moment très fort de communion, de brassage avec les sportifs de la région, de l'Afrique, du monde entier. Plusieurs pays sont attendus pour rehausser le tournoi. Même les judokas européens ont donné leur accord. Il y a des pays qui ont confirmé déjà leur participation. Il s'agit de la France,
de la Suisse, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée, le Burkina et le Mali. Les clubs du Sénégal ont toujours répondu massivement à cet appel. Nous les attendons et avec l'équipe nationale également du Sénégal. Cette année, le tournoi aura une autre dimension avec un cachet culturel. Cette année ne sera pas comme l'année dernière, parce que l'année dernière, ça faisait tout juste 2 mois qu'on venait de perdre le promoteur du tournoi et il n'y avait pas de festivités. Et cette année, vraiment, nous allons inviter les artistes de Saint-Louis et d'autres artistes. Il y aura des surprises, vraiment, pour que la fête soit belle. Et pour relever vraiment le défi de l'organisation. À quelques jours de ce tournoi, les organisateurs continuent de lancer un appel aux mécènes pour pérenniser l'œuvre de Mbaye Boye. Dossier économie du jour pour terminer. Fini l'épargne, fini les tirelires. Plutôt, fini les pièces dans les tirelires. Il est pratiquement devenu impossible à Somben d'économiser face aux charges et aux imprévus. Certains disent dépenser 200 à 300 000 francs CFA juste pour la nourriture. Donc, ce qui rend les choses extrêmement compliquées. C'est un dossier signé Ibrahima Khan et Adam Magueya. L'épargne, un serpent de mer pour les chefs de ménage à Dakar. Pape Gounia-Gaye est père de famille à la retraite. Ses dépenses mensuelles largement supérieures à ses revenus. J'ai une femme, des enfants et des petits-fils que je prends en charge. Pour cela, je dépense au minimum 300 000 francs CFA le mois. C'est supérieur à mes revenus. Cette situation est vécue par bon nombre de travailleurs aujourd'hui. Difficile de joindre les deux bouts, confie-t-il. Moi, je dépense tous mes revenus le mois en espérant d'autres fonds par la grâce de Dieu. 50 000 voire 70 000 francs CFA, c'est juste de quoi se payer un sac de riz. 200 000 pour la restauration, également les à côté, je veux dire les biens de bonne faisance que j'ai fait vis-à-vis de mes parents, de mes amis et de mes voisins. Devant cet état de fait, l'on se demande si épargner est possible pour un salarié. Épargner est très difficile aujourd'hui. Les salaires sont bas. Tu dépenses tout durant le mois pour attendre le prochain. Le fonctionnaire africain, il y a peut-être la famille qui est là. Bon, il y a des parents, des cousins, des amis et autres choses là. Alors tout le monde compte sur ce salaire-là pour pouvoir s'en sortir. Et là, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup d'aléas. Des solutions sont préconisées pour soulager les travailleurs. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est mon point de vue, c'est de recourir à des banques. Bon, c'est de recourir à des banques, essayer d'avoir des prêts, également investir. Mais pour cela aussi, les taux sur les prêts, c'est un peu élevé. Si l'État pourra nous voir cela un peu à la baisse, vraiment, ça sera une aubaine, quoi. Ça sera un surplus, une bouffée d'oxygène pour les salariés. Face aux nombreuses charges combinées aux aléas, économiser devient presque impossible pour nos interlocuteurs. Toutefois, certains préférant garder l'anonymat soutiennent qu'ils parviennent à épargner un strict minimum en faisant, disent-ils, d'énormes sacrifices. Voilà, merci Ibrahima Khan, Sebentou, merci. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci à vous. Bonsoir. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Mais ne ratez surtout pas le rendez-vous tout à l'heure au Monument de la Renaissance avec le premier face-à-face entre Bala Gaye 2 et Eumeu Sène. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.